Alors, bonjour à tous, enchanté. Nous sommes réunis aujourd'hui Bonjour. pour les EFI Days, sur le sujet de comment mesurer les performances et les ROI des campagnes d'acquisition. Heu, je suis avec, mon collègue Alexis et puis, je vois que nous sommes déjà quelques-uns à avoir rejoint ce live, ce workshop. Je vois, les équipes de Bexley, je vois les équipes de WIS-NCF et Vacances Select et bien d'autres. Donc bonjour à tous. On va attendre encore quelques instants, voir s'il y a encore des derniers connectés et puis on va commencer d'ici, une petite minute, je pense. Bon, je veux pas forcément de nouveaux venus, donc je pense qu'on va commencer, sinon les personnes rattraperont en cours de fil. Tout d'abord, je comptais, nous présenter, donc Alexis, je te laisse, la main. Du coup, moi je suis Alexis Déco. Ça fait à peu près 6 ans que je travaille chez Affinity. Je suis consultant technique, c'est-à-dire que j'accompagne nos clients sur les questions de tracking et tous les aspects qui vont toucher à l'environnement détail. Et donc moi, je suis Valentin Di Stefano, je suis performance manager chez Affinity depuis près de 2 ans maintenant, et j'accompagne un portefeuille de clients sur Paris, côté B2C. Et j'ai le plaisir d'animer ce workshop aujourd'hui avec Alexis sur comment mesurer les performances des campagnes d'acquisition. Euh, pour ce workshop, alors il y aura un replay qui sera disponible à la fin de ce webinaire. Et si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez avoir un espace à droite dans un espace chat ou un espace questions. N'hésitez pas à les utiliser durant ce webinaire et puis nous prendrons quelques instants à la fin de ce call pour pouvoir échanger ensemble et y répondre. Je vais commencer par vous parler un petit peu du sommaire. Ça va se décomposer en 3 points. Déjà, on va vous parler un petit peu de tout ce qui touche à l'environnement du tracking et les aspects techniques. Ensuite, on abordera l'importance de bien définir ses objectifs et ses indicateurs. Et puis, on finira par vous parler des requis pour bien mesurer et piloter. L'importance du choix qu'il y a à choisir de bons outils de mesure et un modèle économique adéquat. Donc pour commencer, on va vous parler du tracking. Le tracking, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Déjà, globalement, c'est une solution qui permet de suivre les actions des internautes afin d'alimenter des dashboards qui sont composés de KPIs. En français, on parle aussi d'indicateurs clés de performance. On parle les impressions, les clics, les leads, les ventes, etc. L'idée derrière ces dashboards, c'est de pouvoir analyser des performances et aider à la prise de décision. Donc, dans notre contexte à nous, qui est orienté autour de la gestion de campagne publicitaire, ça va être de connaître les performances des publicités et d'arbitrer les dépenses liées aux pubs. Plus techniquement, le tracking, qu'est-ce que c'est? Dans un très large cas, c'est du code front-end, donc c'est-à-dire des lignes de code qui sont exécutées par le navigateur d'internaute. Donc ça peut être du JavaScript, du HTML, qui va se charger en même temps que les actions que vous allez faire sur votre page web. On parle de script, de pixels d'impression, de tags de conversion, de liens de tracking, etc. Mais on parle aussi également de cookies, car cette technique de tracking repose en grande partie sur l'utilisation des cookies. Un cookie, c'est quoi? C'est un petit fichier texte qui va se déposer sur le navigateur des internautes. Par exemple, il va y avoir des cookies nécessaires au fonctionnement des sites. Donc, ce sont des cookies indispensables qui vont permettre, par exemple, d'enregistrer les données de connexion, le panier d'achat, ou bien aussi la sélection de la langue.
Et puis, il va y avoir les cookies non nécessaires qui, eux, vont plus servir à tracer votre navigation à des fins de statistiques ou publicitaires. Pour ce qui concerne plus précisément Affinity, notre tracking à nous, il repose sur 3 éléments essentiels. On va trouver en premier lieu les liens. Donc en fait, ce sont les liens traqués qui sont utilisés qui sont cliqués et qui vont permettre de suivre les interactions des internautes avec nos publicités. Donc on parle des impressions, des clics, et ce sont sur ces liens-là qu'on va, par exemple, qu'on va intégrer les URL de redirection des annonceurs qui intégreront vos UTM. Ensuite, on va avoir les cookies. Donc les cookies, ils sont déposés au moment de la redirection des internautes vers le site de l'annonceur. On y enregistre la provenance de l'internaute, c'est-à-dire la publicité avec laquelle il a interagi. Et le troisième élément essentiel, c'est le pixel de conversion. Donc, c'est un pixel, un morceau de code qui est intégré au code source du site de l'annonceur sur sa page de confirmation et qui va permettre de comptabiliser les transactions. Et donc, c'est la combinaison de ces 3 éléments qui vont permettre l'alimentation de nos dashboards en data. Step by step, voilà à quoi ça va, comment ça va se modéliser. On a un partenaire ou un affilié qui va cliquer sur un support traqué, qui va utiliser un support traqué sur son site. L'internaute va naviguer sur le site de l'éditeur, il va interagir avec une publicité, il clique et puis il est redirigé vers le site de l'annonceur. C'est à ce moment-là, en fait, qu'on va déposer nos cookies de provenance. Une fois que l'internaute est sur le site de l'annonceur, il va effectuer une transaction. Il va aller jusqu'à la transaction, arriver sur la page de confirmation de l'annonceur, sur laquelle l'annonceur aura pris soin d'intégrer le pixel de conversion. C'est au chargement de ce pixel de conversion que on va enregistrer et remonter les informations de transaction qui viennent d'être faites par l'annonceur, et on va par la même occasion pas par l'annonceur, par l'internaute, pardon. Et on va par la même occasion rechercher des cookies sur le poste de l'internaute. S'il y a des cookies, c'est que l'internaute a interagi avec nos publicités et donc on comptabilise la vente pour le partenaire et on alimente nos dashboards avec les données qu'on vient de récolter. Et il y a une étape supplémentaire pour ce qui concerne l'affiliation, c'est que l'ensemble de ces informations vont derrière permettre de commissionner le partenaire et d'établir la facturation à l'annonceur. Donc, sur tout ce sujet qui est lié au tracking et à cette technologie, on rencontre aujourd'hui une difficulté, une première difficulté, c'est que nous sommes dépendants du terminal de l'utilisateur et de la configuration qu'il a fait dessus. C'est un élément important de notre tracking sur lequel on n'a pas de contrôle et qui va engendrer des pertes de précision et de données. En fait, il y a plusieurs éléments qui sont à l'origine de ces effets qu'on a listés ici. Déjà, pour commencer, on a les adblockers qui vont venir bloquer tout ce qui est cookies tiers et tracking présent dans leur blacklist. Donc, les adblockers listent des partenaires des acteurs de la publicité en ligne, blacklist des noms de domaine, et tout ce qui fait référence à ces acteurs sont blacklistés et ne s'affichent pas. Le deuxième point essentiel qui vont poser des problèmes dans la perte de données, c'est les mises à jour des navigateurs. En effet, les principaux navigateurs du marché mènent des politiques de sécurité qui visent à réduire la durée de vie des cookies tiers, voire à les supprimer, et ça pénalise en premier lieu du coup les acteurs de la publicité en ligne, puisque on a vu que le tracking reposait principalement sur la lecture des cookies et les interactions qu'il peut y avoir avec les navigateurs des internautes. C'est ce qui fait que tout ça va être à terme bloqué. Ensuite, nous avons également la CNIL qui est rentrée en jeu plus récemment, qui a pour mission de faire valoir les droits des utilisateurs face à l'utilisation des données personnelles à des fins de statistiques
ou de publicité, pour faire simple. Cela oblige tout site internet à recueillir le consentement de chaque internaute avant l'initialisation d'un tracking. Bien évidemment, il y a des exceptions. Il y a aussi une histoire de finalité, finalité de tracking, mais je vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Ce qu'il faut simplement garder en tête, c'est que le contexte actuel est assez difficile pour le tracking client-side. On va entendre le client-side, du coup, tout ce qui est géré depuis le côté client, donc depuis le navigateur des internautes. Et c'est ce qui va créer des freins à son utilisation. C'est aussi pour ce genre de raisons qu'on va, par exemple, observer des écarts de statistiques entre plusieurs outils, pas toujours faciles à expliquer, mais globalement qui sont dus aux contraintes techniques d'un déclenchement, d'un tracking côté utilisateur. Bien évidemment, à tout cela, Efinity apporte quand même des réponses à ces perturbations. Il y a 2 choses principales qu'on peut mettre en place. Déjà, premièrement, c'est le first party cookie. Le first party cookie, ça consiste à déposer des cookies avec le nom de domaine de l'annonceur. Donc, par exemple, un cookie qui est déposé avec le nom de domaine toto.com est lu par notre tracking depuis le site de l'annonceur toto.com sera considéré par les adblockers et par les navigateurs comme un cookie propriétaire nécessaire au bon fonctionnement du site et donc ne sera pas bloqué car il appartient donc à l'annonceur toto.com. Contrairement à un autre type de cookie qu'on appelle cookie tiers, qui est déposé avec un nom de domaine, dans notre cas actuel, affiliation.com, et lu par notre tracking sur le site toto.com, où là, on parle de cookie tiers car le domaine utilisé par les cookies et par le site sont différents. Donc, c'est ce type de cookie que les adblockers et les navigateurs vont aller chercher, vont blacklister et qu'il est possible, grâce au first party cookie, de contourner. Donc, en fait, techniquement, en fait, ça passe par une déclaration DNS sur votre hébergeur. Après, ensuite, la configuration des balises de tracking reste la même et reste quelque chose de client-side. Il y a une chose supplémentaire et un degré au-dessus qu'on peut mettre en place, c'est le tracking server-side. Donc, ça permet d'améliorer la précision du tracking et de ne plus dépendre de l'internaute et de son navigateur. On parle également de tracking serveur to serveur. C'est donc un tracking qui n'est plus déclenché par du code front-end. Il s'agit en fait d'une communication faite entre 2 serveurs. Par exemple, si on essaie de chercher à faire du tracking de vente via une méthode de tracking server-side, au moment d'une nouvelle vente, ce n'est pas un pixel qui va être appelé, mais ça va être le serveur du client, de l'annonceur, qui va directement appeler le serveur Efinity via ce qu'on appelle une postback URL, une URL de postback qui contiendra exactement les mêmes informations qu'un pixel concernant les informations de transaction de la vente. La seule grosse différence que sur cette méthode, on n'utilisera pas les cookies et on n'interagira pas avec le navigateur de l'internaute. Ça va éliminer grandement les contraintes et les imprécisions rencontrées avec le tracking client-side. Quand on va faire du server-side, ça nous demande quand même quelques petites ressources techniques et des outils adéquats pour pouvoir le mettre en place. Mais si c'est possible et que l'on est équipé, c'est une méthode de tracking qu'il faut privilégier. Ça améliorera grandement la précision du tracking et donc, on le verra par la suite, des publicités. Maintenant qu'on a conscience de l'environnement technique et du rôle du tracking dans l'alimentation des dashboards, en indicateurs et donc de son importance dans le suivi des performances, la question qui vient naturellement après, c'est quels sont les indicateurs à suivre et pour quel objectif. Du coup, c'est à toi, Valentin, concernant les objectifs. Merci Alexis. Alors,
Petit cours de marketing très basique. Pour lancer une campagne d'acquisition, il faut définir d'abord des objectifs. Il y en a différents qui existent. On parle généralement de notoriété, considération, d'achat ou de fidélité. Et il faut se poser des questions pour savoir comment on va réussir à bien définir son objectif. Euh, Est-ce que l'objectif de ma campagne, c'est du trafic, de la conversion, du rachat? Quelle est la cible que je veux toucher, des nouveaux ou des anciens clients? Et enfin, quels sont les types de partenaires dont j'ai besoin pour arriver à ces objectifs? Est-ce que ce sont des convertisseurs, des prescripteurs? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Ensuite, on va mettre en place des leviers. Le levier, c'est la slide suivante. Hop, super. Pour définir les leviers, selon les objectifs, il y a du coup, on va catégoriser ça en 3 types de leviers. Ceux pour la visibilité, ceux pour le trafic et ceux pour la transformation. Visibilité, on connaît généralement les influenceurs, la vidéo ou TV Presse. Le trafic, on va parler par exemple de l'emailing acquisition, des guides d'achat ou du SEO, SEA. Et enfin, la transformation, pour finaliser la conversion, on va parler du retargeting emailing ou display, du SEO de marque ou SEA de marque, de on-site ou même de cashback code promo si on peut parler un petit peu affiliation. La partie trafic et transformation, chez Affinity, on la travaille très bien et notamment à la performance. C'était une petite brique intéressante parce qu'on peut travailler sur la base de rémunération. Et la rémunération, c'est la slide suivante. Les modèles économiques attribués à ces différents leviers, il y en a 3, toujours selon visibilité, trafic ou conversion. La visibilité, beaucoup le savent, c'est souvent soit au CPM pour coût par 1000, c'est-à-dire pour 1000 impressions, on va payer par exemple 5 euros. Pour du CPV, coût par vue, on va payer par exemple 50 centimes. Ou alors d'autres options, telles que du forfait ou des opérations spéciales, que l'on peut mettre en place avec des partenaires de contenu thématique, tels que des portails comme Le Parisien Guide d'achat ou 20 minutes Guide d'achat. La partie trafic, on va la payer généralement au clic, afin d'être sûr qu'un clic égale un trafic sur votre site. Et là, on va parler de CPC. Enfin, dans la partie conversion, il y en a 3 différents, selon si c'est de l'achat, du téléchargement d'application ou alors du lead, c'est-à-dire de la collecte d'informations d'un internaute. Nom, prénom, adresse email, etc. On parle alors de CPA, CPD ou CPL. Et donc le modèle s'adapte selon les différents leviers. Et enfin, euh, selon les différents modèles qu'on a sélectionnés, il y a des KPI à suivre. Et là, il y en a toute une liste. Je vais les évoquer assez rapidement, mais on retrouve toujours la mécanique de visibilité, trafic ou conversion, selon des impressions, des clics, des sessions, voire même des taux de clics pour savoir si un lien était beaucoup cliqué ou pas cliqué selon le nombre de fois qu'il a été vu. On parle de conversion et de rentabilité avec des KPI tels que le nombre de ventes et de leads qu'on a générés, le chiffre d'affaires, mais également des analyses un peu plus poussées telles que le nombre de nouveaux clients qui a été généré pour une campagne, ou alors le panier moyen pour une vente. Imaginons, une campagne génère 5 ventes pour un panier moyen à 30 euros, ça rapporte pas le même chiffre d'affaires que 5 ventes avec un panier moyen à 100 euros. Et donc, c'est intéressant d'essayer de trop comprendre les KPI qu'on récolte pour pouvoir après les optimiser. Et dernier point, c'est la qualité de l'engagement. C'est souvent des analyses qu'on fait sur le site des annonceurs afin de vérifier si la qualité du trafic que l'on amène est cohérente. À ce moment-là, on regarde les KPI de temps passé, de taux de rebond ou alors par exemple de nouveaux utilisateurs. Certains leviers vont avoir plus de nouveaux utilisateurs que d'autres. C'est généralement le cas des guides d'achat. Tous ces KPI sont à suivre selon les différents leviers qu'on a évoqués précédemment. Et ensuite, on va mesurer du coup, une fois qu'on a récolté tous les KPI, on va mesurer et piloter des campagnes d'acquisition. Pour cela, hop, il y a des outils de mesure de type les site-centriques et les ad-centriques. Ce qu'il faut bien comprendre, il faut comprendre une chose quand on parle d'outils de mesure, c'est qu'il y a en gros deux grands types d'outils. Ce sont les outils ad-centriques et les outils site-centriques. Dans les outils de mesure ad-centriques, ce sont des outils de mesure qui sont fournis par vos partenaires publicitaires et qui se basent sur de la donnée collectée par leur propre serveur. Ils ont une vision axée purement sur la publicité.
alors que les outils de mesure site-centric sont des outils qui basent la récolte depuis la fréquentation d'un site internet. La grosse différence, c'est qu'ils croisent les données de tout le trafic généré à travers la multitude de canaux utilisés et ils apportent une vision plus globale sur la fréquentation de votre site. Entre ces deux types d'outils de mesure, il existe bien évidemment des outils qui permettent de faire le pont entre les deux et permettent l'extraction de données et l'exploitation des données ad-centriques sur des outils site-centriques comme Quanti. Mais la grande question qui revient, c'est sur quel modèle je vais baser l'attribution de mes ventes, quel est levier à quel levier je vais attribuer la vente alors que j'ai plusieurs leviers qui sont intervenus dans mon tunnel d'achat et alors que l'on retrouve la transaction en question sur plusieurs de mes plateformes publicitaires qui me disent toutes être à l'origine de la transaction. C'est en fait principalement dans ce contexte que l'on entrevoit les limites de l'utilisation exclusivement d'outils de mesure ad-centriques et la nécessité de croiser des données et de croiser les données ad-centriques et site-centriques et d'être correctement équipé en outils de mesure adaptés à ses besoins. Parce que vu qu'on a vu que pour une campagne d'acquisition, il y a différents objectifs et à cela, on va activer différents leviers. On a pu constater pour différents de nos marchands que en moyenne, on a entre 6 et 15 leviers avant une conversion qui vont intervenir. Et donc, il est important de définir quelle est la bonne approche pour avoir la bonne lecture des résultats, pour éviter d'avoir des doublons et qu'un marchand paye par exemple 3 fois une vente à 3 leviers différents. Il y a différents types de conversions, enfin de modèles économiques attribués, tels que la conversion au dernier levier. Donc, c'est le dernier point de contact marketing avant la vente. Ou alors, sinon, on peut avoir une vision un peu plus poussée en disant c'est le dernier levier payant qui remporte la vente. Ou alors, sinon, on peut avoir une vision plus complémentaire avec c'est le premier levier qui remporte la vente. Toutes ces questions, il faut se les poser parce que selon les typologies d'éditeurs les leviers qu'on va activer, les activations de ces leviers vont pas être les mêmes. Certains vont être davantage en début de parcours de conversion et d'autres vont être en fin de parcours de conversion. Et donc, du coup, ça va avoir un impact, notamment si on parle de la performance, ça peut avoir un impact important économique sur l'engagement des éditeurs et leur rémunération. C'est pour ça qu'on va voir ensuite les différents types de modèles de rémunération. Les modèles, il y en a 3 différents. Il y a des duplications. On attribue la vente à un seul levier présent dans le parcours d'achat. Généralement, les annonceurs, ils aiment bien activer au dernier levier ou alors au dernier levier payant. La contribution est un peu plus différente dans le sens où on tient compte de l'importance d'un éditeur qui a un milieu de parcours pour pouvoir le valoriser et sans trop dévaloriser l'acteur qui est en fin de parcours. L'idée, c'est qu'on va quand même rémunérer les acteurs qui sont en milieu de parcours afin qu'ils soient ils contribuent à une vente, donc du coup, c'est pertinent de penser à eux et de les rémunérer. Et enfin, la pondération, qui est un tout petit peu plus complexe. L'idée, c'est que pour un chiffre d'affaires, imaginons de 100 €, il y a 10 leviers différents qui sont activés. Et on va attribuer un pourcentage de ces 100 € à chacun des leviers. Par exemple, 6% à l'un, 10% à l'autre, 20% au dernier. Ce pourcentage, c'est la pondération. Et en fait, on va voir l'importance, selon un scoring, de chaque levier dans le parcours. Et selon ça, on va du coup les rémunérer différemment. Mais pour y parvenir, généralement, on a besoin d'outils. Et ce sont les TMS. Ouais. Techniquement, une fois qu'on a bien en tête qu'il est important de mettre en place un modèle d'attribution, il faut pouvoir le faire. Donc, la meilleure solution que l'on a aujourd'hui pour pouvoir mettre en place un modèle d'attribution adapté, c'est de passer par des solutions de déclenchement de tags qu'on appelle Tag Management System. C'est en gros, grossièrement, ce sont des plateformes qui permettent de gérer les déclenchements de tracking partenaires. Elles permettent surtout en fait de faire de la personnalisation de déclenchement et de mettre en place des scénarios propres à chacun de ces partenaires publicitaires. L'idée derrière l'utilisation d'un TMS, c'est de ne plus dépendre de son développeur pour l'intégration d'un pixel,
mais véritablement de pouvoir déléguer ces missions aux fonctions marketing. Ça permettra à terme d'être plus réactif et autonome afin d'améliorer les délais dans la gestion de mise en place de campagnes publicitaires. En outils, on retrouvera Google Tag Manager, qui est la solution grand public la plus utilisée du marché. On a ici également Tag Commander, qui est notre partenaire français privilégié. Mais on a aussi des solutions comme Adobe, Tilium ou Eulerian. Et chacun répondra à des besoins précis qui est propre à chacun. Et donc, il est vraiment important de mener sa petite étude avant de faire son choix. L'idée des modèles d'attribution, c'est que la problématique de base qu'on s'était posée, du coup, c'est comment mesurer correctement les performances des campagnes d'acquisition et du ROI. Et en fait, on a découlé tout ce parcours parce qu'en fait, le modèle à la fin qu'on va choisir va dépendre de l'analyse, va impacter l'analyse qu'on va mener et notamment les ROI. Imaginons, on prend le cas d'un déduplication. Ce sont des cas de clients qui me sont arrivés. Déduplication, un client a un budget important, mais lui, il active des campagnes que au last click. Ses visions de KPI ne sont que au last click. Évidemment, c'est louable parce que du coup, il va limiter ses dépenses et il ne va pas rémunérer les partenaires en milieu de parcours. L'inconvénient, c'est qu'avec ce partenaire, généralement, on active beaucoup de sites thématiques ou affiliations guide d'achat qui, eux, sont des acteurs de milieu de parcours. Donc, quand ils demandent des bilans, malheureusement, on sait qu'on intervient dans la vente parce qu'on remonte des cookies, mais la vente ne nous est pas attribuée et donc, du coup, on n'a pas le droit de dire on a généré pour tel budget tant de chiffre d'affaires. Et donc, du coup, ces campagnes, vision last click, malheureusement, des fois, elles ne sont pas tout le temps rentables parce qu'on n'a pas tenu compte de l'importance des partenaires en milieu de parcours. La partie contribution, du coup, tient en compte des partenaires en milieu de parcours. C'était un autre client, on a mis en place des campagnes de retargeting. L'idée, c'est qu'on a mis en place ces campagnes et c'était une phase de test. L'éditeur qu'on avait mis en place souhaitait activer et vérifier sa rentabilité. Parce que si on n'est pas rentable, généralement, personne continue un business. Malheureusement, dans une vision last click qui avait été définie avec le client, l'éditeur n'était pas rentable. On ne lui attribuait pas assez de ventes et comme c'était de l'affiliation à la performance, il ne gagnait pas assez d'argent. Il a décidé donc, pas rentable, je coupe. Afin de le maintenir sur le programme, on a trouvé une solution en faisant évoluer le tracking et en lui proposant de lui rémunérer qu'une partie de ses ventes qui sont en milieu de parcours. Par exemple, 50% de ses commissions qui sont à la click, on les attribue aux ventes en milieu de parcours. Ainsi, il était du coup devenu rentable, il est resté actif et aujourd'hui, il nous fait des très belles perfs. Et enfin, la partie pondération, comme je l'avais dit, était un peu compliquée et ce cas précis nous montre que c'est très challengeant, notamment pour les éditeurs. En appliquant pour un autre client, ce client nous pousse les informations avec la pondération selon un scoring qu'il définit de son côté pour chaque levier qu'il active. Par exemple, un levier va gagner que 10 € sur une vente à 100 €. Comme ce sont des partenaires à la performance, un pourcentage de commission sur que 10 € au lieu de 100 €, malheureusement, certains partenaires ne sont pas du tout rentables. Et on a pu constater qu'au fur et à mesure qu'on avançait dans la campagne, de plus en plus de partenaires se retiraient des campagnes, arrêtaient d'être actifs, parce qu'en fait, les volumes étaient trop faibles et ils n'étaient pas rentables. On a challengé du coup le client et puis on a pu voir un modèle pour pouvoir faire évoluer les choses. Tout ça pour dire que le modèle d'analyse qu'on prend va impacter les leviers et leur rémunération, et donc du coup les performances et l'analyse qu'on en tire. Ça nous amène du coup à un petit résumé parce qu'on arrive à la fin de cette présentation. Pour résumer, c'est une slide très simple, mais qui veut dire après tout ce qu'on vient de dire. Le tracking, c'est l'élément technique indispensable qui va permettre d'alimenter des reportings. Grâce à l'alimentation des KPI dans nos reportings, on va permettre de mesurer, piloter et acter certains leviers et surveiller des KPI de nos campagnes pour répondre à nos objectifs. Une fois qu'on a lancé et qu'on a récupéré des données, on va analyser ces données et vérifier si on ne peut pas faire des optimisations. Imaginons un annonceur lance une campagne, on récolte des données, on dit vous avez généré 100 ventes et 100 000 € de chiffre d'affaires, et finalement il dit ah oui mais j'ai pas l'information des nouveaux clients dans mes campagnes. On va dire
à ce moment-là, on optimise le tracking, on récolte des nouvelles données sur les nouveaux clients et on continue à analyser les campagnes et à faire des nouvelles recommandations. L'idée, c'est un cercle vertueux, un écosystème complet qui permet d'avoir une granularité dans les analyses et d'atteindre des objectifs pour optimiser le pilotage et le ROI global. Alors, on arrive à la fin de cette présentation. N'hésitez pas à commencer à nous donner des questions ou à nous envoyer des messages dans le chat. Mais pendant que vous réfléchissez à vos questions, je souhaite également vous proposer 2 autres workshops qui vont se tenir lieu aujourd'hui à 14h15 avec nos collègues Claire et Victor sur le parcours d'achat des consommateurs. Ça fait écho à ce qu'on disait avec les 6 à 15 leviers qui sont actifs lors d'une vente. Et enfin, si vous voulez rentrer un peu plus le côté complexe des reporting, chez Affinity, on vous propose la session de 15h à jeudi avec Adrien et Tony, notre CTO. Donc maintenant, nous sommes à votre disposition. Si vous avez quelques questions, on peut rester encore quelques instants afin d'y répondre. Je vois pas de questions, donc j'en conclus que c'était extrêmement clair. Et je tiens juste à rajouter un petit truc, que tous les modèles qu'on a pu vous présenter et toutes les adaptations du tracking face aux volontés d'un annonceur d'adapter des modèles économiques, c'est des choses ce sont des cas clients, des choses que l'on met en place. Et l'idée, c'est de rappeler la souplesse qu'on peut avoir pour chaque client et chaque contexte commercial. Voilà. Bon, je vois pas de clients, je vois pas de chat ou de questions. Donc, on vous remercie. Merci pour votre présence, d'avoir participé à ce workshop. Et puis, évidemment, il y aura un replay qui sera disponible. Donc, on vous souhaite, si vous avez des questions, vous pourrez toujours nous les envoyer plus tard. Merci à vous. Bonne Merci journée. Merci beaucoup. Très bonne journée. Au revoir.